Bonsoir à tous. Je vais commencer cette conférence en vous évoquant une pièce de théâtre qui est, selon votre serviteur, une des plus grandes du XXe siècle. Cette pièce de théâtre, c'est Le Maître de Santiago de Monterland. Alors, Le Maître de Santiago, ça se passe en 1520 et cela met en scène la réunion d'un ordre de chevaliers qui s'appelle précisément l'ordre de Santiago. L'ordre de Santiago, c'est à la base un ordre chevaleresque qui a contribué à la prise de Grenade en 1492. Donc, lorsque l'action se passe en 1520, nous sommes au début du règne de Charles Quint, et les chevaliers de cet ordre sont relativement âgés. Alors donc, nous sommes en plein hiver, et il y a une sorte de concile. Pourquoi y a-t-il ce concile ? Il s'avère que la fille d'un de ces chevaliers, le chevalier qui s'appelle Don Alvaro, est amoureuse de la fille... que dis-je ? C'est l'influence de la gauche, ça. La fille de Don Alvaro est amoureuse du fils d'un autre chevalier, qui lui aussi, bien entendu, aime la demoiselle. Donc, a priori, le futur couple a tout pour être heureux. Sauf que, petit problème, les deux familles sont pauvres. Donc, il n'y a pas le patrimoine nécessaire pour faire un mariage heureux. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, les chevaliers se réunissent et ils vont essayer de convaincre Don Alvaro, donc le père de la fiancée, de partir en Amérique, ne serait-ce qu'un an ou deux, pour y faire fortune, afin d'acquérir un patrimoine qu'il transmettra à sa fille et qui permettra au couple de faire un mariage heureux. Petit problème, Don Alvaro est un chrétien intransigeant. Et pour lui, la richesse, c'est quelque chose de méprisable. On connaît la phrase du Christ sur la difficulté des riches à gagner le royaume des cieux. Donc Don Alvaro est un chrétien extrêmement intransigeant, et pour lui, toute quête de matière est méprisable. Alors, les chevaliers, un par un, s'y prennent pour essayer de le convaincre, ils y reviennent à plusieurs, etc. Et Don Alvaro, excédé, finit par avoir cette phrase, je cite, « Je suis fatigué de ce continuel divorce entre moi et tout ce qui m'entoure. » Eh bien, si votre serviteur s'engage publiquement, s'engage politiquement, c'est parce que lui aussi est en continuel divorce avec tout ce qui l'entoure. Alors pourquoi suis-je en continuel divorce avec tout ce qui m'entoure ? Quand on est un Français enraciné, l'air de notre société est irrespirable. Pourquoi est-il irrespirable ? Parce que notre société est en train de se décomposer. Et pourquoi notre société est-elle en train de se décomposer ? Parce que nous sommes dans une société qui est sous-civilisée. Notre société est sous-civilisée. Pourquoi notre société est-elle sous-civilisée ? Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est très simple. Une société est civilisée à partir du moment où elle crée les conditions de sa propre conservation, où elle crée les conditions de sa propre perpétuation. Or, notre société actuellement ne crée plus en tout cas, les conditions de sa propre perpétuation. Alors, quels sont les signes de ce caractère sous-civilisé de notre société ? Ils sont très nombreux. Par exemple, le mariage gay. Quand on détruit la famille, à terme, on condamne la société à mort. La théorie du genre. Quand on pervertit, quand on détruit, quand on pourrit l'esprit des jeunes générations avec des choses comme ça, à terme, on menace la viabilité de la société. L'avortement. L'avortement qui est la première cause de mortalité en France, c'est 230 000 avortements par an. L'avortement, quand on a une approche aussi légère de ce qu'est la vie, à terme, on condamne notre société. À titre personnel, si j'étais au pouvoir, l'avortement serait réservé au cas de viol et pour les problèmes thérapeutiques quand la vie de la mère est en danger. Mais pour moi, l'avortement, à l'instar de cette infamie aussi qu'est l'euthanasie, c'est le consumérisme appliqué à l'être humain. En gros, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, je jette, je garde, quoi. Bon. D'ailleurs, on sent que là, la gauche est en train de travailler pour nous faire passer l'euthanasie, et compte tenu des urgences actuelles, il est quand même curieux que le gouvernement n'ait rien d'autre à faire que de fracturer davantage encore la société en introduisant le massacre des personnes âgées.
Parce que derrière tout ça, derrière l'euthanasie, les motifs réels sont très glauques. Il faut se renseigner sur combien coûte le prix du maintien des personnes âgées dans les hôpitaux. Et là, vous aurez la réponse. Tout cela est extrêmement glauque. Et de la part de personnes qui se revendiquent de la morale et qui donnent des leçons morales en permanence, c'est assez insupportable comme double discours. Bref. Autre signe qui montre qu'une société est sous-civilisée, l'immigration de masse. L'immigration de masse, comme dirait ce cher Aimé Césaire, figure de la diversité, crée un génocide par substitution. Une société qui pratique comme ça l'immigration de masse, qui accepte une telle immigration de masse, est une société qui se condamne à mort à terme. On peut parler aussi de destruction d'économie avec l'acceptation du libre-échange. Ce fameux traité transatlantique qu'on nous refourgue actuellement, ce n'est que le dernier avatar du libre-échange, et à terme, ça va produire évidemment la destruction de notre tissu industriel et plus largement de notre tissu économique. On pourrait aussi évoquer le massacre de l'école. Récemment, Benoît Hamon a dit qu'il voulait casser le thermomètre puisqu'il souhaite supprimer les notes. Il souhaite supprimer les notes, ce qui est quand même très bizarre. Bon. C'est un petit peu comme quand on supprime le recensement, si vous voulez. On ne veut pas voir la réalité de l'immigration, donc on arrête de faire un recensement. Donc là, on ne veut pas voir l'effondrement de l'intelligence des jeunes générations, donc on arrête les notes. Bon. Dans le même ordre, j'avais vu qu'on voulait dorénavant noter les dictées en fonction des mots qui étaient correctement écrits. C'était même plus en fonction des fautes, c'était en fonction des mots correctement écrits. Bref. Donc là, je vous ai cité quelques caractéristiques de notre société sous-civilisée. La question qui se pose est de savoir comment en sommes-nous arrivés là ? Comment en sommes-nous arrivés là ? La réponse à cette question, elle est très simple, c'est que la France a abandonné sa principale matrice qui l'a civilisée. Quelle était cette matrice ? Cette matrice, c'était ce que j'appelle la vocation céleste de la société. Je m'explique. Quand on est chrétien, le but de la vie sur Terre, c'est de gagner le royaume des cieux. Alors bien sûr, ça fait ricaner les athées bébêtes, mais c'est comme ça. Quand on est chrétien, on est là pour gagner le royaume des cieux. Et à partir de cette finalité, donc on ordonnait la société. Les rois de France, par exemple, ordonnaient la société pour donner un maximum de chances à son peuple d'aller au paradis. Et de cela a découlé bien des choses qui vont de la pacification des rapports sociaux à une partie de notre patrimoine culturel. Directement ou indirectement, beaucoup de choses viennent de là. Donc cette vocation céleste de la société a été abandonnée. Comment a-t-elle été abandonnée ? Selon moi, c'est un processus qui vient de très loin. Au minimum, il vient du XIVe siècle. Que s'est-il passé au XIVe siècle ? Eh bien, à la cour papale d'Avignon est née la Renaissance. Qu'est-ce que la Renaissance ? La Renaissance, c'est une redécouverte de l'Antiquité. Il s'avère que l'Église avait accumulé des siècles durant des manuscrits de l'Antiquité grecque ou latine, et donc les classes intellectuelles européennes qui voulaient s'abreuver de ces textes allaient à la cour d'Avignon, et c'est à la cour d'Avignon qu'est né l'humanisme, la Renaissance. Donc la Renaissance, c'est une redécouverte de l'Antiquité. À travers la redécouverte de l'Antiquité, nous avons eu un renouveau du paganisme, et à travers ce renouveau du paganisme est né un nouvel idéal philosophique et moral, qui est l'humanisme. Qu'est-ce que l'humanisme ? C'est très simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est chrétien, la finalité de la vie humaine est en Dieu. Dans l'humanisme, l'homme tire sa fin en lui-même. C'est-à-dire que quand on est chrétien, Dieu est au centre de tout. Quand on adhère à la philosophie humaniste, l'homme est au centre de tout. L'humanisme, c'est l'amorce, pardon d'employer un mot compliqué, c'est l'amorce d'un anthropocentrisme, une tentative de mettre l'homme au centre de tout. Au siècle suivant, l'humanisme gagne l'Italie, et au siècle suivant, il gagne toute l'Europe, sachant que arrive ensuite la Réforme, et la Réforme, c'est à bien des égards la traduction religieuse de l'humanisme, à bien des égards. Arrive ensuite le XVIIe siècle. Le mouvement va se poursuivre. Il va se poursuivre sous l'influence d'un homme qui était un esprit extraordinaire, mais qui, hélas, a fait avancer les choses, en tout cas selon moi, dans le mauvais sens. Et cet homme, c'est René Descartes. Quelle est la révolution cartésienne d'un point de vue philosophique ? Elle est très simple.
Avant Descartes, on considère que la cause première, ce qu'on appelle la cause première, donc la source de toute vérité, est la révolution chrétienne. Mais Descartes a un raisonnement qui est autre. Descartes nous dit ceci. Moi, René Descartes, j'ai eu la chance de bénéficier d'une éducation extraordinaire et d'une formation extraordinaire par les professeurs les plus brillants de toute l'Europe. Et pourtant, malgré ça, je me rends compte que je me suis trompé et que je me trompe encore sur beaucoup de choses. Donc, je doute de tout. Mais je doute de tout, sauf d'une chose, de mon propre doute. Et le fait que je doute est la preuve que je pense, et le fait que je pense est la preuve que j'existe. Donc la vérité première devient le fait que moi, j'existe. Donc la cause première devient l'existence d'un individu. La révolution cartésienne va consommer l'humanisme et va aller au bout de l'anthropocentrisme en mettant véritablement l'individu au centre de tout. Ensuite, toujours au XVIIe siècle, à la suite de Descartes, arrive toute une série de philosophes. Malebranche, Malebranche c'est un peu après, mais John Locke par exemple, Pierre Bayle, Spinoza. Quelle est l'œuvre de ces philosophes? Elle est très simple, elle consiste à faire le distinguo, à séparer, si vous voulez, la morale de la religion. Il n'est plus nécessaire d'être, entre guillemets, religieux pour être moral. L'argument premier étant, regardez tous ces religieux qui se comportent très mal, et regardez tous ces athées qui se comportent très bien. Bon. Sachant que ce que ces philosophes avaient du mal à croire, c'est que lorsque on se comporte mal, c'est pas pour autant que l'on respecte les dogmes, bien évidemment, du christianisme, au contraire. Bref. Donc, au XVIIe siècle, révolution cartésienne qui consacre l'anthropocentrisme, séparation entre la religion et la morale. Donc là, évidemment, l'homme est au centre de tout, et les impératifs moraux du christianisme s'éloignent de plus en plus. Arrive le XVIIIe siècle, et là, c'est le jackpot, les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières? C'est très simple, c'est la volonté de créer un homme nouveau, et on crée cet homme nouveau par l'éradication du passé. Je renvoie ceux qui veulent plus de détails à mon ancienne conférence, où je développe davantage ce qu'est les Lumières. Donc, les Lumières, création de l'homme nouveau par l'éradication du passé. Petit problème, dans le passé en question, il y a la religion chrétienne. Donc, la religion chrétienne doit dégager avec le reste. Et donc, au fil des Lumières, eh bien, il ne reste plus grand-chose dans la façon dont on pense la société qui relie l'homme au christianisme et donc à cette fameuse vocation céleste. Et la matrice civilisatrice qui avait fait nos sociétés a disparu. Voyez-vous, il y a une phrase que j'aime beaucoup de La Rochefoucauld, là je ne l'ai pas précisément, mais en substance, La Rochefoucauld fait la comparaison entre la passion amoureuse et le feu. Et il explique que si on ne l'alimente pas en permanence, au bout d'un moment, ça s'éteint. Eh bien, la civilisation, c'est pareil. C'est que ça doit s'alimenter en permanence. Il ne faut pas reposer sur ses acquis. Sinon, au bout d'un moment, eh bien, ça s'éteint. Eh bien, nous avons abandonné notre matrice civilisatrice, et aujourd'hui, nous en sommes là. Nous en sommes à Sarkozy, nous en sommes à Hollande, nous en sommes au Racaille, nous en sommes au rap, nous en sommes à Nabila, à Cyril Hanouna, etc. Tout ça, c'est les Lumières 200 ans après. Tout ça, c'est le fruit des Lumières. Alors, je vous ai décrit ce long processus, et on se rend compte d'une chose quand on l'évoque, c'est que le principal responsable des malheurs de la France, c'est pas telle organisation supranationale, telle minorité, tel lobby. Le principal responsable de la situation de la France, c'est le peuple français. C'est le peuple français qui s'est accoutumé à cet effondrement. Et donc à ce stade, il y a une question qui se pose. C'est pourquoi le peuple français s'est accoutumé à cet effondrement qui d'ailleurs est en phase accélérée depuis ces dernières décennies. Il fait de plus en plus mauvais vivre en France. Pourquoi le peuple français accepte-t-il cet effondrement qui en plus le heurte dans son bien vivre, dans son art de vivre? Pourquoi le peuple français accepte ça? Question à 10 000 $. Eh bien la réponse, je l'ai trouvée par hasard, si tant est que le hasard existe. Léon Bloy disait que le hasard est la providence des imbéciles. Je l'ai trouvée par hasard dans les travaux d'un historien fabuleux. Je me suis pris une gifle quand j'ai découvert ces travaux.
Cet historien, c'est monsieur Augustin Cochin. Augustin Cochin, c'est un historien du début du XXe siècle. Il a travaillé essentiellement sur la Révolution française et il a pour triste singularité d'être mort en 1916 à la bataille de Verdun. Qu'est-ce que Augustin Cochin nous apprend sur la passivité du peuple ? Il nous apprend ceci. Il nous apprend, en fait, Augustin Cochin, si vous voulez, introduit dans les sciences politiques une notion capitale qui est l'inertie du peuple. Alors pour vous évoquer ça, je vais être obligé de vous parler de la façon dont Augustin Cochin a analysé les élections des États généraux en 1789. Peut-être que dans un premier temps, ça va vous paraître quelque chose de très abstrait et de très lointain, mais en réalité, c'est très concret et c'est très proche de nous, comme vous allez le voir. Alors, Augustin Cochin, tout d'abord, remarque une chose, c'est qu'il y a deux conceptions du droit populaire. La conception française et la conception angloise. Dans la conception française, le peuple, le roi plutôt, s'adresse au peuple via les corps intermédiaires. Donc les corps intermédiaires, c'est soit les États généraux, soit par exemple les corporations, les paroisses, les communautés de village, les villes, etc. Et dans ce schéma-là, le peuple est extrêmement influent politiquement. Pourquoi ? Parce que le peuple donne des mandats impératifs à ceux qui sont censés le représenter. C'est-à-dire que le peuple dit à ses représentants « vous allez faire valoir auprès du roi ABC » et les représentants font valoir auprès du roi ABC. Ils ne s'occupent pas d'autre chose. Et ils sont obligés donc d'être fidèles à ce mandat. C'est ce qu'on appelle le mandat impératif. Donc, dans ce cadre-là, la Vox Populi a un moyen d'expression. D'abord, elle a un moyen de se penser elle-même, puisque les cadres sociaux des corps intermédiaires lui offrent des logiciels intellectuels qui lui permettent de se situer dans la société et d'agir sur cette société. Et ensuite, via les corps intermédiaires, on peut faire valoir la Vox Populi vis-à-vis du pouvoir. Donc le peuple, dans ce cadre-là, est influent. Ensuite, il y a la conception angloise, qui est celle de l'élection. Et donc là, on retrouve quoi dans l'élection ? On retrouve un individu seul, qui n'a pas derrière lui des cadres sociaux pour le structurer, et donc cet individu seul va voter pour des individus qui sont généralement des membres d'un parti. Mais petit problème, les personnes pour qui ils votent ne sont pas liées par un mandat impératif, donc du coup, ils n'ont aucun compte à rendre à l'électeur. Et donc, dans ce schéma-là, le citoyen, l'individu, n'a aucune influence politique et la Vox Populi ne sert à rien, en fait, en réalité. Donc, nous avons ces deux schémas. Necker organise les élections des États généraux. Il va faire un système hybride entre les deux. C'est-à-dire que nous allons voter, ça va être des élections individuelles, mais nous allons voter pour des ordres. Très concrètement, quand le Français moyen de l'époque va voter, le paysan ou l'artisan, il arrive à l'église pour voter. Il n'a pas pu être préparé par ses corps intermédiaires, parce qu'il lui donnait autrefois ses logiciels intellectuels. Il n'a pas pu être préparé à ça. Donc quand il arrive pour voter, il ne sait pas pour qui voter, il ne connaît pas les candidats. Et non seulement il ne connaît pas les candidats, mais en plus, il n'a aucune doléance à faire valoir, puisqu'il n'a pas été préparé, il n'a pas été structuré pour cela. Mais Augustin Cochin remarque que, malgré tout, des candidats vont être élus et des programmes vont sortir des cahiers de doléances, des programmes relativement homogènes. Pourquoi ? Pourquoi cette cohésion ? Augustin Cochin nous explique, c'est très simple, c'est que on a choisi à la place des gens qui ont voté, c'est-à-dire que le jour du vote, les sociétés de pensée, par différents mécanismes, ont réussi à faire voter les électeurs dans leur sens. Quelle est la morale de l'histoire ? Quel est l'axiome, quasiment, j'ai envie de dire, quelle est l'équation que dégage Augustin Cochin ? Elle est très simple, c'est que lorsqu'un individu est, pardon pour la répétition, quand un individu est encadré par un cadre social, il devient influent, et il peut faire valoir, il peut faire entendre sa voix, mais quand un individu, passez-moi l'expression, est à poil, quand il n'a pas un cadre social derrière lui pour le structurer, pour lui donner un logiciel intellectuel, et ensuite pour relayer ce logiciel intellectuel, eh bien, il devient impuissant. Et qu'a fait la Révolution française ? La Révolution française a détruit tous les cadres sociaux à travers lesquels le peuple se structurait. Donc,
La Révolution française a rendu le peuple inerte. Pas de cadres sociaux égale inertie du peuple, et donc le peuple devient passif. Il n'a plus les moyens d'agir politiquement, et il est obligé de subir ce que le pouvoir lui propose. Donc je me répète une énième fois parce que c'est absolument capital. Pas de cadre social pour vous former, égale inertie, égale soumission. Est-ce que j'ai été clair? Parce que ça, c'est pas très simple. Surtout qu'Augustin Cochin, là, j'ai vraiment schématisé, rendu intelligible, parce que c'est une écriture assez complexe. Bref. Donc, la Révolution française a détruit tous les cadres sociaux, et le peuple a été rendu inerte. Mais attention, je parle du peuple en général. Pas tous les segments de la société. Des cadres sociaux sont restés. Les partis politiques, les syndicats. Et là, je vais vous donner un petit exemple que j'ai vécu moi-même, qui est très concret et très significatif, malgré son aspect banal. Je pense que vous vous souvenez tous de l'histoire du CPE de M. de Villepin, qui d'ailleurs n'était pas une si mauvaise idée que ça. C'est le juriste en droit du travail qui vous le dit. À l'époque, j'étais étudiant en droit. Et les syndicats de ma fac voulaient bien évidemment bloquer la fac. Généralement, les étudiants syndiqués ne sont pas des bosseurs. Ils sont là parce qu'ils voilà, c'est des fils de bourgeois qui ne savent pas quoi faire de leur temps, donc ils vont à la fac. Donc ils voulaient bloquer la fac. Donc qu'ont-ils fait? Ils ont organisé ce qu'on appelait une AG, une assemblée générale, dans laquelle étaient censés être réunis tous les étudiants de la fac. Que s'est-il passé donc? Il y avait 4 syndicats, 3 de gauche, l'UNEF et 2 autres dont j'ai oublié le nom, et 1 de droite, l'UNI. Les porte-parole des syndicats sont venus avec leurs troupes, c'est-à-dire 15-20 personnes, et chaque syndicat devait parler l'un après l'autre. Que s'est-il passé? Les 3 syndicats de gauche ont parlé en premier, et le syndicat de droite a parlé en dernier. Sachant que, à chaque fois que au micro parlait le représentant du syndicat de gauche, tous ses potes applaudissaient, criaient, approuvaient, et bien entendu, l'instinct grégaire de la nature humaine, vous le connaissez aussi bien que moi, bien entendu, par la suite, toutes les gens qui d'ailleurs ne se sentaient pas spécialement concernés, l'étudiant de droit moyen, il n'a pas envie d'aller au-delà des délais de cours habituels, il n'a pas envie de retarder de 2-3 semaines la fin des cours. Donc dans l'absolu, il ne voulait pas le blocage, et pour avoir vécu la chose, je peux vous garantir qu'avant cette fameuse AG, les étudiants ne voulaient pas du blocage. Bref, donc les représentants des syndicats parlent un par un. À chaque fois qu'ils parlent, c'est une exclamation dans le public. Arrive ensuite au tour du porte-parole de l'UNI de parler, et quand lui parle, il se fait pourrir à chaque phrase qu'il prononce. Ensuite, on vote à main levée, bien entendu, pour ou contre le blocage, et la foule, qui, avant la fameuse AG, était contre le blocage, vote pour le blocage. Donc que s'est-il passé? C'est très simple, c'est que la matière votante, inerte, qui était dans l'inertie, qui n'avait pas les moyens réellement de s'exprimer, donc la matière votante a été manipulée par des gens qui, eux, agissaient grâce à leur cadre social, qui était en l'occurrence le syndicat étudiant. Donc ça, c'était de la manipulation à l'état pur. Bon, ça s'appelle la politique, d'un autre côté. Donc voilà, j'espère que j'ai été intelligible. Donc je vous ai évoqué l'inertie selon Augustin Cochin. Il y a une autre chose que je vais vous évoquer, qui est absolument lumineux dans les travaux de Cochin. Cochin qui d'ailleurs a été redécouvert par François Furet dans les années 70. C'est la question de l'émergence de la Révolution française. Pourquoi est arrivée la Révolution française? Là, c'est absolument capital ce que Cochin vient de dire. Cochin constate que dans les années 60 du XVIIIe siècle, sont nés de nouveaux cercles de sociabilité, sont nés de nouveaux centres d'opinion qui n'avaient rien à voir avec les réseaux traditionnels du pouvoir, avec donc les réseaux traditionnels de la monarchie. Ces nouveaux centres d'opinion, quels étaient-ils? C'étaient ces fameuses sociétés de pensée qui réunissaient tant des bourgeois que des nobles. Et Cochin nous dit que ces sociétés de pensée ont créé une nouvelle, je cite, une nouvelle légitimité politique et culturelle. Et la révolution... il s'est créé cette nouvelle légitimité politique et culturelle pendant que, parallèlement, le peuple croyait de moins en moins
aux anciennes institutions. C'est-à-dire que le peuple ne donnait plus de crédit aux institutions de l'Ancien Régime. Par exemple, le peuple ne croyait plus que le roi de France était le lieutenant du Christ. Donc d'un côté, nous avions cette nouvelle légitimité politique et culturelle qui montait en force, et de l'autre, nous avions l'ancienne légitimité politique et culturelle qui s'érodait. Et donc la Révolution française, c'est la substitution, c'est le fait qu'une légitimité politique et culturelle en a supplanté une autre. Et l'une des raisons pour laquelle la légitimité politique et culturelle des sociétés de pensée a supplanté celle de la royauté, l'une des raisons, c'est que les sociétés de pensée ont eu à l'époque l'intelligence de s'adresser à un nouveau public. C'est-à-dire que là où l'ancienne opinion publique ne s'intéressait que aux classes aisées, aux classes lettrées, l'intelligence politique des sociétés de pensée, ça a été de s'adresser aux masses populaires, à une nouvelle opinion publique. Eh bien, pourquoi je vous évoque tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, nous sommes au début d'un processus strictement identique. Nous sommes en train de vivre la substitution d'une légitimité politique et culturelle par une autre légitimité politique et culturelle. Et cela, nous le devons à la révolution Internet. Qu'est-ce que la révolution Internet ? Qu'est-ce que je vise quand je parle de ça ? Je vise deux phénomènes, deux conséquences précises qu'on doit à Internet. La première, c'est que Internet, c'est absolument extraordinaire, n'est pas contrôlé par le pouvoir. Donc, à ma connaissance, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'intermédiaire entre d'un côté l'information, la connaissance, le savoir, et de l'autre le peuple. Il n'y a plus l'intermédiaire du pouvoir entre l'information et la connaissance et le peuple. Il n'y a plus un intermédiaire pour nous dire quoi penser, quoi lire, quoi écrire, etc. C'est une première. Et deuxième révolution Internet, c'est c'est l'extraordinaire capacité, l'extraordinaire vitesse de circulation de l'information. Donc, quand on met ça bout à bout, vitesse de circulation de l'information plus absence d'intermédiaire du pouvoir entre l'information et le peuple, on aboutit à un contexte qui mécaniquement doit aboutir à un changement tôt ou tard. Et ce changement est en train d'arriver, comme je vais m'en expliquer. Sachant que pendant que Internet n'est pas encore muselé par le pouvoir, on a précisément nos médias traditionnels qui sont un lieu d'expression des idées reçues de nos élites, et que de ça. D'où une désaffection grandissante d'ailleurs. Par exemple, on voit bien la chute des ventes des journaux. On voit que les journaux sont sous perfusion du système, que ce soit via les subventions d'État, qui sont absolument colossales, ou tout simplement ils sont maintenus à flot par l'oligarchie capitaliste française. Donc, sur Internet, de ce contexte précis, est née une nouvelle légitimité politique, est née une nouvelle opinion publique. Cette nouvelle opinion publique s'est formée par Internet, elle s'est formée par la fréquentation des réseaux sociaux et par la fréquentation de certains sites. Quels sont ces sites ? Vous les connaissez tous ici. Par exemple, le Salon Beige, par exemple F de Souche, par exemple Égalité et Réconciliation, Riposte Laïque, Nouvelles de France, Boulevard Voltaire, La Gauche m'a tué, pourquoi pas Méta TV, mais Agence Info Libre, et j'en oublie un paquet. Je pense aussi à Scriptblog, à Méridien Zéro, etc. Donc, par la fréquentation de tous ces sites, par la fréquentation des réseaux sociaux, est née cette nouvelle opinion publique. Quelles sont les caractéristiques de cette opinion publique ? Petite parenthèse. Vous l'avez compris, j'oppose cette nouvelle opinion publique née sur Internet à l'ancienne opinion publique qui végète depuis des décennies dans les médias traditionnels, presse écrite, radio, télévision. Et si on voulait schématiser et caricaturer un peu, on pourrait dire que donc le clivage qui va structurer notre société dans les années à venir, c'est télévision contre Internet. Et on peut prolonger un petit peu, c'est gérontocratie contre jeunesse, en vérité. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle opinion publique ? Il y en a plusieurs qui sont absolument capitaux. La première, c'est que cette nouvelle opinion publique est hermétique
à l'idéologie dominante. C'est-à-dire que l'immigration chance pour la France, l'Union européenne contrepoids aux États-Unis, clivage UMP-PIS, enfin tout ça, dans la nouvelle opinion publique, les gens ont parfaitement intégré que c'était du flan et ce sont des non-sujets en fait pour ces gens de la nouvelle opinion publique. Autre caractéristique, et là aussi c'est capital, les techniques de manipulation de l'ancienne opinion publique ne fonctionnent pas sur la nouvelle opinion publique. Et quand je dis ça, je pense à une technique en particulier qui est celle de la diabolisation. La diabolisation ne fonctionne pas pour museler, si vous voulez, la nouvelle opinion publique, pour lui dire quoi penser. Et on en a eu une illustration lumineuse avec la fameuse passe d'armes entre Manuel Valls et Dieudonné. C'est-à-dire que d'un côté, nous avions Manuel Valls qui, sur les médias traditionnels, donc dans le cadre de l'ancienne opinion publique, a lancé une intense propagande, on va appeler ça comme ça, contre Dieudonné, une intense propagande de diabolisation contre Dieudonné, mais Dieudonné n'a pas perdu une virgule de ses soutiens dans la nouvelle opinion publique qui était Internet. Et au contraire même, il a élargi sa clientèle. Donc les techniques de manipulation qui permettaient donc de museler l'opinion et de le manipuler, et d'en faire ce qu'on veut. Toutes ces techniques de manipulation qui ont permis à la Ve République, à bien des égards, d'avoir une stabilité politique extraordinaire, stabilité politique et sociale. Toutes ces techniques ne fonctionnent plus sur la nouvelle opinion publique. Autre caractéristique de cette nouvelle opinion publique, c'est plus prosaïque, c'est qu'elle ne cesse de grandir. Elle est née à tout casser il y a 4-5 ans, elle était embryonnaire, mais là, elle commence à prendre une ampleur qui est de plus en plus grande. Ensuite, dernière caractéristique, et c'est le plus important, et vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé d'Augustin Cochin, c'est que cette nouvelle opinion publique est sortie de la fameuse inertie. Elle est sortie de cette fameuse inertie que la Révolution française avait introduite. Pourquoi est-elle sortie ? Parce que via Internet, les individus, les gens, ont retrouvé des cadres sociaux. Qu'ils soient bons ou mauvais n'est pas la question. Les individus ont retrouvé des cadres sociaux qui leur ont fourni des logiciels intellectuels. Et comme nous allons le voir, non seulement les individus ont eu des logiciels intellectuels, mais en plus, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir s'en servir contre le pouvoir. Donc, cette nouvelle opinion publique est sortie de l'inertie, et ce qui est capital, c'est que les élites qui demain voudront obtenir les suffrages de cette nouvelle opinion publique seront contraintes d'aller sur son terrain et de lui rendre des comptes. Car le fait de sortir de l'inertie conscientise politiquement. Et là où on pouvait prendre pour des gogos les générations précédentes de l'ancienne opinion publique, les nouvelles générations, je ne dis pas qu'elles ne seront pas manipulables, je dis qu'il sera beaucoup plus dur de les manipuler. Bref, donc cette opinion publique est née sur Internet, mais elle a des traductions très importantes dans la réalité. Alors même qu'elle n'a pas encore conscience d'elle-même, alors je vous parle, à bien des égards. Quelles sont ses conséquences ? Première conséquence, les fameuses journées de retrait de l'école de Madame Farida Belgoul. Indépendamment de ce qu'on pense de sa personne ou de son entourage, il faut constater que les JRE ont fait reculer le gouvernement. Madame Belgoul, pour cela, n'a pas usé d'un vote, elle n'a pas usé d'une manifestation, tout ça c'était les moyens de contestation de l'ancienne opinion publique, elle n'a pas usé de cela, elle a usé de la mobilisation sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est la nouvelle opinion publique qui a fait reculer le gouvernement. Et là, il faut être intellectuellement honnête, les musulmans ont donné une leçon à beaucoup de Français de souche, qui, eux, restaient passifs et inertes face à la destruction de l'esprit de leurs enfants. Il faut être intellectuellement honnête et le reconnaître. Autre conséquence, autre traduction de cette nouvelle opinion publique, la fameuse manifestation jour de colère. Ce qui est très intéressant, c'est que, selon la police, c'était 20 000 manifestants. Selon les organisateurs, c'était 100 000. On va couper la poire en deux, on va dire que c'était 50 000 manifestants. Je ne parle pas du contenu de la manifestation, ça c'est subsidiaire. Mais une manifestation de 50 000 personnes, alors qu'il n'y avait pas d'appareil syndical derrière,
qu'il n'y avait pas d'appareil politique derrière, c'est absolument énorme. Et d'ailleurs, le système a paniqué. Le système a paniqué, pourquoi ? Parce qu'il a senti qu'il y avait un mouvement qui n'était pas sous contrôle. C'était pas les manifs de Mélenchon, place de la Bastille. C'était un mouvement qui n'était pas sous contrôle. Et le journaliste Denis Jambard, sur la chaîne parlementaire, dans une interview, en évoquant Jour de colère, évoquait qu'il était terrorisé. Il était terrorisé parce que la mobilisation du Jour de colère avait été faite sur les réseaux sociaux, donc hors des cadres traditionnels de l'ancienne opinion publique. Autre conséquence qu'on pourrait évoquer de cette nouvelle opinion publique, le fait que le député UMP, j'ai bien dit UMP, Georges Fenech, demande la dissolution des Femen. Je fais un procès d'intention à M. Fenech parce qu'il a l'UMP, je pense qu'il en a rien à cirer des Femen, dans l'absolu. Ce qui est intéressant avec les Femen, si vous voulez, c'est que ça ne vous a pas échappé, c'est qu'à chaque fois qu'elles manifestent, elles sont nues. Elles sont nues. Ceci est une infraction pénale. C'est de l'exhibitionnisme. Donc les Femen sont des délinquantes sexuelles multirécidivistes. Bien évidemment, le parquet ne s'en choque jamais, c'est bizarre quand même, hein. Et ça n'empêche pas notre chère maire de Paris d'apporter son soutien, bien évidemment, à ces délinquantes sexuelles multirécidivistes. Et donc les Femen bénéficient d'une certaine neutralité bienveillante, on va dire, dans les médias traditionnels. Monsieur Georges Fenech, qui peut-être a un nez qui fonctionne un petit peu mieux que ses collègues députés, a eu envie de, je pense, capter une partie de la clientèle Manif pour tous, et donc il a demandé la dissolution des Femen. Donc un député du système a été contraint d'aller sur notre terrain pour essayer d'avoir nos suffrages. Il a été contraint de le faire. Voilà. Autre conséquence aussi, la Manif pour tous, ce n'est pas que la nouvelle opinion publique, mais je pense qu'une bonne partie de la mobilisation de la Manif pour tous est due à Internet. Et enfin, j'y arrive, et c'est peut-être le plus important, c'est le vote des jeunes pour le Front National. 30% de la jeunesse a voté pour le FN aux européennes. C'est absolument énorme. Moi, je viens d'une génération dans laquelle la jeunesse était le bastion absolu anti-Front National. On se rappelle des manifestations soviétiques de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2002. Et aussi, il y a ce fameux morceau des Berruriers Noirs, La jeunesse emmerde le Front National. Bien aujourd'hui, 30% de la jeunesse vote Front National. Et on n'en a pas beaucoup parlé, tant dans l'ancienne opinion publique que dans la nouvelle. Une grande partie de ce vote est due à Internet. Bien évidemment, les jeunes n'en ont rien à cirer, enfin, pas les jeunes, mais une bonne partie de la jeunesse n'en a rien à cirer ou n'accorde aucun crédit aux médias traditionnels, et ils vont se faire leur propre opinion en s'abreuvant de ce qui se passe sur Internet. Et la nouvelle opinion publique, rejetant l'idéologie dominante, fatalement, les jeunes ont été rendus sensibles à la question du FN, sachant que si les jeunes votent aussi massivement pour le FN, c'est en premier lieu parce qu'ils sont les premières victimes de la crise. Crise de l'emploi, crise du logement, la jeunesse française se fait massacrer. Je laisse quand même chacun juge de ce qu'il faut penser des générations précédentes qui n'ont absolument rien à foutre de leurs enfants. Voilà, je laisse chacun juge. Moi personnellement, je le dis, je ne reçois aucune leçon de politique, façon de parler, de quelqu'un qui a plus de 45 ans. J'ai aussi pour habitude de dire que la Ve République est la pire période de l'histoire de France en temps de paix, et ceux qui n'en sont pas convaincus, qui prennent le métro à Paris, quoi. Je veux dire, ça se voit tout de suite. Bref, donc cette nouvelle opinion publique exerce son influence notamment, ou plutôt se traduit notamment, par un vote massif des jeunes pour le Front National. Alors là, on le voit quand même, c'est que cette nouvelle opinion publique, je n'aime pas employer ce terme, mais je vais l'employer pour être intelligible et compris, cette nouvelle opinion publique est une véritable force révolutionnaire. C'est une force de laquelle peut émerger un changement, et à titre personnel, je suis convaincu que dans les années à venir, pas tout de suite, mais dans les années à venir, une fenêtre de tir va s'ouvrir. C'est absolument certain.
Et donc quand on évoque la question du changement, et quand on évoque la question de la prise du pouvoir, au jour d'aujourd'hui, donc là on est quoi? On est en juillet 2014, on est obligé de poser la question du Front National. Dans mon bouquin, en 2009, j'écris mon bouquin entre 2009 et 2010 en gros. Dans mon bouquin, j'évoquais à l'époque la question du FN Emmanuel Goldstein, c'est-à-dire que le FN de Jean-Marie Le Pen jouait le rôle dans la société française que jouait la figure d'Emmanuel Goldstein dans le roman 1984. C'est-à-dire que le FN était le réceptacle de toutes les haines afin de mieux masquer les réelles sources d'asservissement du peuple de France. Bon. Et Jean-Marie Le Pen s'en satisfaisait. Il faut être intellectuellement honnête, et Marine Le Pen s'est quand même dégagée de ce schéma. Marine Le Pen veut le pouvoir. En tout cas, je pense qu'elle le veut. Donc la critique que je faisais à l'époque du FN Emmanuel Goldstein est en partie caduque. En partie. Il y a cependant un autre risque qui guette le Front National et qui guette le peuple de France. Ce risque, c'est ce que j'appelle le phénomène du FN Émile Ollivier. Alors qui était Émile Ollivier? C'est très simple. Émile Ollivier, c'était le leader des Républicains sous le Second Empire. Il a été élu député républicain sous le Second Empire, à l'Assemblée. C'était le corps législatif à l'époque, le nom de l'Assemblée, je crois. Donc Émile Ollivier était une figure de proue de l'opposition au régime. Mais lorsque Napoléon III l'a appelé au pouvoir en 1869 pour donner un nouveau souffle au régime, qu'a fait Émile Ollivier? Il a signé. Il était le gouvernement. Et c'est ce fameux Émile Ollivier d'ailleurs qui a déclaré la guerre à la Prusse, avec le succès qu'on connaît. Donc, un opposant officiel au régime a fini par se faire coopter par le pouvoir pour donner un nouveau souffle au pouvoir. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu ça. La Ve République, aujourd'hui, est à bout de souffle. L'UMPS est carbonisée. La carte Valls, qui était à bien des égards la dernière carte du système, a tenu 2 mois. On l'a vu. Hein. Il s'est fait atomiser aux européennes, l'ami Valls. Donc, la Ve République, actuellement, n'a plus en elle-même les ressources de sa propre perpétuation. Que va-t-elle faire pour se sauver, à votre avis? Il est absolument évident que la carte FN va être jouée. Il est absolument évident que le système va jouer et la carte FN. Seulement, qu'est-ce qui va se passer, très possiblement? C'est que on va faire la danse du ventre face au FN, mais on va lui dire en revanche, par contre, quand tu es au pouvoir, voilà, tu modères un petit peu ce que tu dis dans ton discours. Et le FN, qui a été dans la marginalité et qui a fatalement une quête de respectabilité, et quand on se fait cracher dessus pendant des décennies comme ça, fatalement, on a en soi une envie d'acceptation et on a fatalement en soi une aspiration à la respectabilité. On ne peut pas critiquer ça. Donc le FN ne résistera pas, entre guillemets, aux sirènes du pouvoir, acceptera les compromis qu'il faut faire et donc gouvernera de la sorte. Et donc, il abandonnera ce qu'il y a de bon dans son programme, sachant que ce qu'il y a de bon dans le programme du FN aujourd'hui, c'est quoi fondamentalement? Alors déjà, parlons du discours. Le FN a une qualité dans son discours, c'est qu'il parle du principe que l'Union européenne, l'immigration et la mondialisation sont des problèmes pour la France. Pour les autres grands partis, l'immigration, l'Union européenne et la mondialisation sont bons pour la France. Donc le FN, lui, a un discours contraire. Donc il affaiblit le consensus de la Ve République, et ça c'est une très bonne chose. Il faut être intellectuellement honnête. Ce qu'il y a de bon dans son programme dans l'absolu, qu'est-ce que c'est? C'est 1, qu'il est pour une réduction de l'immigration, et 2, sa position sur la double nationalité. Sachant que pour moi, je vous dis, le FN c'est un parti de gauche. C'est un parti de gauche. Donc vous disais-je, scénario, il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une carence dans le programme du Front National, une carence fondamentale. Mais on ne peut pas reprocher au FN de l'avoir cette carence, parce que cette carence, c'est le non-dit absolu de la classe politique française, mais au-delà de ça, de la société française. Car quelle est la question qui se pose à nous à court et moyen terme? Elle est un petit peu violente, mais il faut regarder l'histoire dans les yeux. Que va-t-on faire des 15 millions de personnes
qu'il y a en France et qui ne sont pas culturellement françaises. Quel est l'avenir de ces 15 millions de personnes qui vivent dans notre pays et qui ne sont pas culturellement françaises par leurs mœurs, par leur mode de vie, etc., par leur culture, par leur façon d'être. Que va-t-on faire d'eux? Ça, c'est la question qu'un homme politique dénué d'idéologie et soucieux de l'intérêt de la collectivité poserait. Sachant que, petite parenthèse, si cet homme politique existait, déjà, il n'aurait pas laissé une telle situation exister. Parce que notre situation actuelle, c'est de la nitroglycérine. Hein. Et les matchs de l'Algérie ont été là pour nous le rappeler. On a vu l'amour de la France, de ce que j'appelle les réconciliés, moi. Hein, j'appelle ça les réconciliés, bref. Ou les Français les Français administratifs, on appelle ça comme on veut, quoi. Bref. Donc cette question n'est pas posée par le FN, on ne peut pas lui en vouloir. S'il l'a posée, il se ferait cisailler les tibias. Mais c'est la question que les hommes politiques français dignes de ce nom doivent avoir en arrière-fond de leur pensée et de leur action. Donc, il y a ce risque du FN Émile Ollivier qui est appelé par le pouvoir pour gouverner et qui fait un compromis en vertu duquel il abandonnera ce qu'il y a de bon dans son programme. Alors, comment faire pour conjurer ça? Parce que je pars du principe qu'il est acté que le FN arrivera au pouvoir. C'est acté. Si c'est pas 2017, c'est 2022. C'est clair. La Ve République, pour l'instant, est à terre. Donc elle ne peut pas se passer du Front National pour se perpétuer. Bon, sachant que moi, perso, j'aimerais me passer de la Ve République. Hein. Mais bon, ça n'engage que votre serviteur. Alors comment faire pour conjurer ce scénario du FN Émile Ollivier? Eh bien, il y a un autre scénario qui est possible. C'est ce que j'appelle le FN Mirabeau. Pourquoi Mirabeau? C'est très simple. Mirabeau est un des principaux acteurs qui a initié la Révolution française. Il a été à l'origine de la Révolution française avec le duc d'Orléans, avec d'autres. Mais Mirabeau, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire une anglicisation de la monarchie française, Mirabeau a voulu arrêter le mouvement et il a négocié en secret avec Marie-Antoinette et Louis XVI. Mais la vague déferlante qui a été lancée, et Augustin Cauchy nous explique pourquoi, la vague déferlante qui a été lancée était tellement puissante que Mirabeau, qui était l'esprit le plus brillant de la Révolution, le seul, diront certains, ce cher Mirabeau n'a pas pu arrêter le mouvement. Eh bien, voyez-vous, moi je mise là-dessus, c'est-à-dire que le FN va se faire appeler au pouvoir, il va vouloir arrêter le mouvement dont il participe, c'est-à-dire le réveil du pays réel, il va vouloir arrêter ça pour faire un compromis avec le système, mais la vague déferlante, la lame de fond qui traverse le peuple de France sera tellement puissante qu'il sera contraint non seulement d'appliquer ce bon dans son programme, mais d'aller bien au-delà de ce qu'il y a dans son programme, bien au-delà, dans tous les domaines. Alors comment faire? Comment faire pour être dans ce système de ce que j'appelle le FN Mirabeau? Il y a 3 leviers d'action selon moi. Un, ça serait qu'il y ait au Front National une génération de cadres bien formés, courageux, avec des épaules solides, qui mènent une politique, qui donne une nouvelle âme au Front National et qui mène une politique véritablement conforme aux intérêts de la France. Bon, personnellement, je ne le vois pas, pour l'instant, le Front National. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Je dis que pour l'instant, je ne le vois pas. Et quand on voit des réconciliés, quand on voit les nouveaux symboles du Front National, les Croix de Lorraine et compagnie, personnellement, moi, ça ne me rend pas tellement optimiste. Mais bon. Et puis c'est le travail d'une vie, d'aller au Front National et d'y grimper, de faire monter ses idées, c'est le travail d'une vie. Donc là, où on y est, on n'y est pas. Moi, j'y suis pas, j'ai pas d'influence là-dessus, mais c'est un levier d'action, et peut-être qu'on ne le sait pas, mais dans l'ombre, eh bien, c'est ce qui est en train de se passer au Front National. Allez savoir. Il y a 2 autres leviers d'action. Le deuxième levier d'action, ça serait qu'une partie des élites françaises lui tape sur l'épaule et lui disent « Bon, maintenant, tu fais le boulot ». Aujourd'hui, ça semble improbable. Beaucoup de gens, que ce soit dans l'ancienne opinion publique ou dans la nouvelle opinion publique, ont, à raison, je dirais à tort et à raison, une mauvaise image des élites françaises. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les élites, ce n'est pas un bloc monolithique, que nos élites, je sais que je le fais ricaner, sont en grande partie patriotes, et que
elles vont comprendre déjà d'une part que si la France sombre, leurs privilèges vont sombrer avec. Je pense notamment à la haute fonction publique, dont on parle très peu, mais il y a une véritable noblesse d'État en France. Beaucoup de hauts fonctionnaires ont des niveaux de vie supérieurs et ont des conditions de vie supérieures à celles du président de la République. Notamment parce qu'ils bénéficient parce qu'ils sont usufruitiers de biens publics, parce qu'ils ont des avantages en nature, etc. Bon. Je crois que c'est... j'ai oublié le nom de ce ministre des Finances, comment s'appelle-t-il ? Jean Arthuis, je crois, qui a écrit un bouquin en 98, et où il évoque son expérience à Bercy. Et il évoque que lui, en tant que ministre, il n'a pas pu avoir les rémunérations des hauts fonctionnaires. Donc le ministre de Bercy n'a pas pu avoir les rémunérations des hauts fonctionnaires de Bercy. Bref. Donc il y a toute une partie des élites françaises qui, très possiblement, va faire dissidence avec ce ralliement au mondialisme qu'on constate depuis des années de la part des élites françaises, et qu'ils le feront pas pour l'amour du Christ, ça sera pour leur intérêt, pour leur bas intérêt. Prenons par exemple la banque, c'est la BNP, je crois, là, qui a une amende de 10 milliards. Si c'était amené à se répéter sur d'autres grandes entreprises françaises, je vous garantis que l'oligarchie capitaliste française ne se laisserait pas faire. Parce que l'idéologie, c'est bien, mais quand l'instinct de survie est sollicité, là, en revanche, c'est une autre paire de manches, et là, potentiellement, des redressements arrivent. Sachant que, je l'ai déjà évoqué dans une conférence précédente, ce que je vous évoque là, c'est déjà produit dans l'histoire de France. Une scission dans les élites qui, à la base, ont des intérêts identiques, une partie des élites qui fait alliance avec des forces anti-système, et l'autre partie des élites qui fait alliance avec d'autres éléments anti-système. Ça, c'est vu dans l'histoire de France. Je pense notamment à la fin du 19e, on a vu ça, quand la bourgeoisie s'est scindée en deux, entre le centre-gauche, qu'on va appeler thierriste, d'Adolphe Thiers, et la bourgeoisie de centre-droit orléaniste. Bref. Donc ça, c'est un scénario sur lequel, je crois, on va pouvoir compter en partie. Il y a un troisième levier. Quel est ce troisième levier ? Qui pourra dire au FN, déconnez pas ? Je viens de vous l'expliquer, c'est cette nouvelle opinion publique. Sachant que si le FN voudra bénéficier du soutien de la nouvelle opinion publique, il sera contraint d'aller sur son terrain et d'obéir à ses desiderata. Mais pour cela, il faut que, cette nouvelle opinion publique grandisse encore. Elle n'est pas assez large aujourd'hui encore, même si elle ne cesse de s'élargir, elle ne cesse de grandir. Le mouvement ne va pas s'arrêter. Le système, de son point de vue, s'est planté. Il aurait dû tuer dans l'œuf immédiatement le mouvement. Maintenant, il a laissé filer, c'est trop tard. Donc il faut, que cette nouvelle opinion publique s'élargisse, grandisse, prenne du poids, prenne de l'ampleur, et 2, il faut améliorer le degré de conscientisation dans cette opinion publique, pour que ça soit un véritable contrepoids, au-delà de ça même, pour que ce soit une véritable boussole, un véritable gouvernail pour nos dirigeants, et pour qu'ils comprennent que si ils ne vont pas sur notre terrain, ça va très mal se passer pour eux. Ça va très mal se passer pour eux. Donc, cette nouvelle opinion publique est une force à proprement parler révolutionnaire. C'est par elle que viendra le changement, sachant que l'objectif à moyen terme pour la France, c'est de mettre en place un système politique qui repose sur de bonnes bases. Des bonnes bases, c'est la croix du Christ. Et je conclurai sur cette phrase des évangiles, Saint Matthieu, chapitre 15, verset 13, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Je vous remercie.